Nous accueillons le GIEC normand en la personne de Monsieur Léniel Benoît. Donc cette série de conférences, elle fait suite aux ateliers de co-construction qui ont lieu en fin d'année dernière. Et donc c'est une suggestion des participants de continuer la réflexion sur le climat et les perturbations qu'on connaît aujourd'hui, et puis le devenir également, puisque il faut aussi, et ce soir ce sera le cas, on va se projeter, puisque on va aller au-delà, on va aller jusqu'en 2100, si me semble en tout cas. Voilà. Le but, c'est de faire prendre conscience. C'est vraiment le sujet de ce soir. Qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Vous dire aussi que la conférence, elle est enregistrée, filmée. Et quant au déroulé, donc le cadrage et la présentation des outils se fera par Sébastien Bellé, qui est animateur et modérateur pour Courant Alternatif. Profil énergétique et démarche en ce qui concerne la communauté de communes Vallée de l'Orne et de Lodon. Et là, donc c'est Anaï Grivoile, qui est la cheville ouvrière de ces conférences, puisque c'est elle qui les a organisées. Et puis enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, Monsieur Léniel Benoît du GIEC normand, qui est professeur à l'université de Rouen et membre expert du GIEC et coprésident du GIEC normand. Voilà, on est vraiment très content de vous accueillir ce soir. Je suis vraiment très honoré de vous accueillir. Donc voilà. Je vais passer la parole à Sébastien. Tu vas nous présenter le cadrage. Oui, merci, bonsoir à toutes et à tous. Je reconnais pas mal de visages d'habitués de ces conférences, mais pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, on va rappeler quelques petits éléments. Donc, je m'appelle Sébastien Bellé, moi je suis facilitateur et aussi conseiller climat et énergie. Donc, quand mon métier n'est pas d'accompagner directement les collectivités et les entreprises dans leur transition écologique, je fais de la facilitation pure et dure. Donc, j'essaye de mettre de l'huile dans les rouages et dans les débats notamment. Donc, c'est ma raison de ma présence ce soir. Et du coup, pour faciliter ces échanges, avoir une bonne qualité de débat, je vous rappelle quelques mots-clés qu'on s'est partagés depuis le début pour cadrer un petit peu nos échanges. Le premier, c'est le mot accueil, pour dire qu'on était là pour accueillir toutes les positions, toutes les opinions, toutes les expériences, toutes les expressions par rapport à ces sujets de transition écologique qui peuvent être des sujets sensibles, qui nous renvoient à des transformations personnelles et collectives, donc qui peuvent être parfois durs à exprimer. Que pour ça, on allait utiliser une parole juste, c'est-à-dire juste dans sa prise de parole, donc on lève la main avant de prendre la parole. Essayez d'avoir des interventions courtes et synthétiques pour que la parole puisse circuler au mieux entre vous. Et puis, faites, s'il vous plaît, la distinction, ce qui peut être une opinion personnelle et ce qui est un fait avéré scientifiquement. Et donc, bien distinguer, on peut exprimer des opinions, mais à condition de reconnaître que ce n'est qu'une opinion, et de distinguer de quelque chose qui est démontré, avéré. Pour qu'il y ait une parole juste, il faut qu'il y en fasse une écoute active, donc je vous invite à éviter les apartés qui nuisent à la qualité d'écoute, et puis essayer de se projeter aussi vraiment dans les paroles de l'intervenant ou des personnes qui parlent dans la salle en disant voilà pourquoi ils peuvent avoir cette prise de parole, pourquoi c'est important pour eux, pourquoi ce message peut peut-être transformer mon propre point de vue. C'est ça qu'on essaie de faire avec l'écoute active. Quatrième mot-clé, la responsabilité partagée. C'est-à-dire que pour que ce débat se passe bien, il y a un modérateur, il y a un intervenant, mais aussi des participants qui essayent de jouer tous le rôle de ce respect du cadre. Et le contenu, la qualité de ce qui va émerger de notre réunion, bien, c'est autant de votre responsabilité que de la nôtre de ce côté de la salle. Et le dernier, qu'on voit presque plus en bas, là, c'est le mot pourtant peut-être le plus important, c'est oser, puisque sur ces thématiques de transition écologique, on est sur des choses qui sont encore très émergentes dans l'exploration, dans les choses... rien n'est calé dans les solutions, il y a encore énormément de choses à découvrir, donc oser proposer, faire des suggestions, oser faire preuve de créativité, et c'est parfois dans les propositions les plus inattendues qu'on trouve des pistes de réflexion assez intéressantes qui amènent des changements. Et le tout, vous voyez, les lettres en rouge, ça fait le mot apéro, qui veut dire qu'on essaie de garder un esprit convivial à l'ensemble de ces débats.
Quelques autres petits outils pour communiquer ensemble. Vous avez un mur d'expression qui est au fond de la salle, qui est un petit paperboard avec une affiche, sur lequel on vous invite à mettre à la fin de la séance, mais je vous le rappellerai, vos questions qui seraient restées en suspens parce qu'elles vous sont venues, c'était pas le sujet, ou qu'on n'a pas eu le temps de traiter, ou un avis positif, négatif, critique, constructif, une suggestion. Voilà, c'est fait pour ça, et nous, on s'engage à donner suite à tout ce qui sera noté sur ce mur d'expression. Deuxième outil, eh bien, si vous ne l'avez pas, je vous invite à vous procurer à la table d'accueil 4 petits cartons de couleur. Voilà. Vous les avez tous, qui vont servir éventuellement à prendre le sentiment de la salle par rapport à un certain nombre de questions que pourront exprimer voilà, soit notre intervenant, soit moi par question. Et ce nuancier, je vous rappellerai, son utilisation à chaque fois permet d'amener voilà, une variété de réponses par rapport à une question donnée. Voilà, le code couleur, donc voilà, quand on est plutôt d'accord, hein, c'est vert, quand on est mitigé par rapport à la proposition, c'est orange, quand on n'est pas d'accord, c'est rouge. Et vous avez le bleu qui est le ne sait pas ou n'a pas d'avis, parce qu'on a le droit de ne pas savoir, de ne pas avoir d'avis sur une question qui est posée. Et j'ai terminé avec les éléments de cadrage. Merci. Du coup, pareil, ça va faire un peu de redite pour ceux qui ont déjà participé aux conférences, mais pour ma part, je vais présenter ou représenter le profil énergétique du territoire et la démarche depuis plusieurs mois ou voire années. Donc en termes de répartition des consommations d'énergie par secteur, donc ici on voit résidentiel, transport, tertiaire, agriculture et industrie. Les 9/10 sont liés au résidentiel et au transport. Donc ce sont les deux secteurs sur lesquels se portent les actions de la collectivité en termes de transition énergétique aujourd'hui. Donc voilà, on consomme 364 gigawattheures au total. Donc par type d'énergie, on a les 2/3 qui sont des énergies fossiles, donc les produits pétroliers et le gaz naturel en l'occurrence. Et la facture est de 31 millions d'euros pour ces énergies fossiles. La facture pour l'électricité est de 18 millions d'euros. Donc voilà, autant d'argent qui sort du territoire. Et les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre sont pour 1/3 l'agriculture, les mobilités représente un autre tiers, et 1/6 c'est le résidentiel qui est un gros émetteur également de gaz à effet de serre sur le territoire. Et en termes de production d'énergie renouvelable, donc on a c'est un peu plus de 10% du chiffre qu'on voyait tout à l'heure, donc 32 gigawattheures sont produits au total. C'est principalement à 98% de la chaleur, donc avec le bois énergie, qu'il soit domestique ou collectif ou industriel. Et puis le reste, c'est du solaire photovoltaïque et du solaire thermique. Donc voilà, ces données sont issues de l'ORECAN que vous pouvez retrouver très facilement sur Internet. C'est l'Observatoire régional énergie climat air de Normandie. Le petit historique de la démarche en cours, c'est à la création de la communauté de communes Vallée de l'Orne et d'Olodon en 2017. Il y a un comité de transition énergétique qui a été créé et qui a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de la région et de l'ADEME, qui s'appelait Territoire en transition énergétique. Et ce qui a permis en 2019 de lancer une démarche de construction et d'un scénario de transition, donc en fonction du potentiel du territoire. Donc il s'agissait
voilà, du nombre, je vais dire, une banalité de logements vacants, de logements en précarité énergétique sur le territoire, et dans le sens sur le côté mobilité, le nombre de personnes qui vont en voiture au travail. Donc en fonction du potentiel du territoire, scénariser la transition tant sur les aspects consommation d'énergie, donc pour réduire notre consommation, en termes d'efficacité aussi, et en termes de production d'énergie avec un mix énergétique. En 2021, événement sur donc c'est une commune limitrophe à la communauté de communes, c'est un développeur éolien qui a implanté un mât de mesure sur donc ces Fresnel-Puceux. Et suite à ça, donc le développeur a été convoqué par les élus pour voilà, savoir de quoi il s'agissait. Et une consultation citoyenne a été lancée sur Fournel-Marmion pour demander pour ou contre le projet de Neoen. Et puis à 91%, la population a dit non, mais pour autant, le développeur a continué son développement. Donc, suite à ça, en 2023, il a été lancé une étude de gisement de potentiel éolien et photovoltaïque au sol où il s'agissait de voir quel était le potentiel brut sur le territoire et de définir la part politique, donc c'est-à-dire où on en veut, où on n'en veut pas, et quels critères on se donne pour un développement raisonnable. Et donc, ce point-là, politique, le comité de pilotage de l'étude a souhaité les faire réaliser lors d'ateliers de co-construction avec les habitants. Donc, il y a eu 7 ateliers en octobre, et où l'idée était de recueillir les idées, les peurs, les envies vis-à-vis du développement de ces deux énergies, et de les traduire en critères de développement acceptable pour la population. Et donc il en est ressorti une synthèse qui est disponible sur notre site internet. Et voilà. Donc à la suite de ces ateliers, les participants ont souhaité revenir aux fondamentaux de la réflexion relative aux questions de transition, et souhaiter des informations sur la thématique éolienne. Et donc, du coup, on a mis en place ce petit cycle de 5 conférences et une fresque du climat le 20 juin, donc, qui vise à changer de perspective, apprendre, s'acculturer sur le sujet, parce que voilà, on n'entend que des bribes de ce qu'est la transition et de ce que sont les enjeux dans les médias, et se mettre en lien, échanger et imaginer et construire un avenir en commun sans dogme. Et ce que c'est pas, ce n'est pas pour faire du bourrage de crâne, pour cacher quelque chose, ou non, la Comcom n'a toujours pas de projet éolien. Donc je vous fais un petit retour sur les différents temps forts. Donc RTE, le 11 avril, nous a expliqué qu'il n'y a pas lieu d'opposer énergie nucléaire et renouvelable, et que les piliers de la transition doivent être la sobriété énergétique en premier lieu, l'efficacité, le nucléaire et les énergies renouvelables pour préparer la décarbonation et l'arrêt des anciens réacteurs. À Grainville-sur-Odon, Négawatt nous a préconisé une accélération radicale des rénovations très performantes. Et sur le mobilité, il nous a précisé que la seule électrification n'est ni possible ni suffisante. Et donc voilà, il a été souligné par les participants le fait que tous les parties
prenantes doivent prendre leur part des transitions, c'est-à-dire pas que toujours les citoyens, mais également les élus, les politiques, les entreprises et les industries. Les shifters nous ont expliqué notamment en introduction que le réchauffement climatique fait partie des 9 enjeux planétaires, donc 9 limites, et qu'on en a atteint 6 jusqu'à présent. Donc voilà, on a tout ce qui concerne l'utilisation des sols, l'érosion de la biodiversité, puisqu'on est sur c'est la 6e extinction de masse, si je ne me trompe pas, et donc la perturbation des cycles biochimiques du phosphore et de l'azote. Donc c'est également ce qui a été vu avec la conférence des shifters, c'est que nous, territoires comme Vallée-Lorne-et-Dolodon, on est particulièrement vulnérables étant en territoire rural sur les plans des mobilités et de l'agriculture, le côté alimentaire également. Et dernier temps de conférence, le 13 juin, jeudi 13 juin, toujours à 18h. On parlera transition, mais sur le côté social. Donc voilà, quels changements sont nécessaires et est-ce que l'on y perd à faire ces changements? Est-ce que la solution à cette problématique ce sont des solutions techniques? Donc voilà, c'est une question ouverte pendant la conférence. Donc également pour la fresque du climat, n'hésitez pas à vous y inscrire via l'émargement. Voilà, il y a encore pas mal de place, donc n'hésitez pas, c'est un atelier ludique et voilà, on ne s'ennuie pas pendant 2h30 et puis voilà, il y aura aussi un petit apéro, donc si ça peut vous faire venir avec plaisir. Donc voilà, monsieur Léniel, je vous laisse prendre la parole. Je vais prendre mon portable. Pendant que monsieur Léniel s'installe, je vous propose de prendre votre petit tabac de couleur. Là, je vais poser une première question. Avant d'avoir vu l'invitation à la réunion de ce soir, qui d'entre vous connaissait déjà le GIEC normand? Si vous connaissiez le GIEC normand, c'est vert. Si vous ne connaissiez pas, c'est rouge. Quelle est la notoriété du GIEC normand? Ouais. Très bonne notoriété. Ouais, quelques rouges, mais une grande majorité de verts. Ok, très bien. Donc, vous ne connaissez pas l'existence du GIEC normand. Et une deuxième petite question. Comment qualifieriez-vous votre niveau de connaissance sur le changement climatique? Si vous pensez connaître beaucoup de choses, vous mettez vert. Si vous pensez une connaissance moyenne, c'est orange. Si vous êtes vraiment débutant, c'est rouge. Puis vous pouvez aussi faire bleu. Alors, je vous invite à... Ouais, votre connaissance sur le réchauffement climatique. Si vous connaissez plein de choses, vous mettez vert. Si c'est moyen, orange. Si vous êtes vraiment débutant, quelques verts. Donc on a quelques personnes, pas mal de verts. 20% presque de la salle, et puis une majorité de orange, quelques rouges. Merci beaucoup. Donc peut-être vous aurez des experts contradicteurs dans la salle, monsieur Léniel, on va voir. Non, mais s'il y a autant d'experts, je peux partir. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de moi. Alors. Mais c'est bien. Si on peut se passer de moi, c'est très bien. C'est bon, je peux y aller? Donc alors, l'idée, je commencerai d'abord, avant de vous présenter le changement climatique et vous montrer que c'est vraiment déjà une réalité en Normandie, je commencerai, pour replacer les choses dans un contexte global, vous parler du changement climatique, justement à une échelle plus globale. Alors, ce que je vais vous présenter, bien évidemment, c'est issu des travaux du GIEC. Ce qu'il faut savoir, donc le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ça, c'est le terme français. Le terme international, c'est IPCC.
Donc le GIEC, il est composé de scientifiques, mais ce qu'on sait moi, pas seulement de scientifiques. Hein. On a des scientifiques et on a des représentants, des délégués des États. Par exemple, moi je suis à la fois expert scientifique du côté français et représentant du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche du côté de l'État français. Et donc le 6e cycle s'est terminé, hein, ce qui veut dire qu'on a à disposition tous les rapports du GIEC. On est passé à un 7e cycle maintenant. Et donc le 6e rapport, en réalité, vous avez plusieurs volumes. Hein. Vous avez un volume sur le climat lui-même, vous avez un volume sur les risques, l'adaptation, un autre sur l'atténuation, et un autre qui est un rapport de synthèse qui reprend l'ensemble. Ce qui est le plus souvent lu, c'est le rapport de synthèse, et même pas le rapport de synthèse, le résumé pour décideurs, parce que chaque volume, c'est plus de 1000 pages, hein, voire 2000, et ce qui est lu systématiquement, c'est vraiment les résumés pour décideurs. Alors, que dit ce rapport du GIEC? Ce rapport du GIEC dit que quand on compare la dernière décennie avec la période pré-industrielle, on a effectivement un réchauffement climatique de l'ordre de plus 1,1 degré. Et que ceci est lié aux émissions de gaz à effet de serre, ça ne fait aucun doute, en lien bien évidemment avec les activités humaines, et on pourra y revenir si vous le souhaitez sur le sujet. Et vous voyez que c'est régulièrement réparti sur le globe, hein. Il y a des zones où on a un réchauffement faible, voire une stabilité, mais ce qui domine, c'est les couleurs rouges, avec un réchauffement important. Ensuite, le GIEC, il établit également des scénarios. Alors, on ira à 2100, mais vous voyez qu'on a des courbes, donc on a aussi des projections à moyen terme, à long terme, 2050, 2100 et même au-delà. Et sur ces scénarios, qui sont représentés ici, quand on prend l'ensemble des scénarios, à l'horizon 2100, le réchauffement va continuer et on est sur des trajectoires comprises entre plus 1 et plus 6 degrés. Malheureusement, vous voyez les scénarios en bleu, qui sont les scénarios les plus optimistes, au vu des émissions de gaz à effet de serre, ils ne peuvent pas être tenus, et notamment notre engagement de maintenir le réchauffement à 1,5 degré, actuellement, il n'est pas tenu au vu des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on est sur une trajectoire de l'ordre de plus 2,8 degrés Celsius de réchauffement. Sur des trajectoires importantes comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les événements extrêmes, climatiques, météorologiques, vont augmenter. C'est ce qu'on voit déjà en France, la Moselle, les inondations, et depuis 2 ans, on a ces événements extrêmes qui touchent toutes les régions françaises. Elles ont déjà commencé, on prend l'exemple des vagues de chaleur, ici c'est une représentation du monde en 45 grandes régions, et vous voyez que sur cette représentation, c'est le rouge qui domine, et le rouge ça veut dire qu'on a une augmentation des vagues de chaleur dans 41 régions sur 45 dans le monde. Vous voyez qu'il n'y a pas de bleu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diminution, et quand vous avez du gris, c'est qu'on a des incertitudes. On peut regarder les précipitations intenses qui donnent malheureusement les inondations. Eh bien, le GIEC vous dit qu'en vert, sur 19 régions dans le monde, on a effectivement une augmentation de ces précipitations intenses. Et lorsqu'on se projette à 2050 ou 2100, sur une trajectoire à 1,5 degré, ces vagues de chaleur et ces épisodes de forte précipitation vont augmenter, mais sur une trajectoire à plus de 8, elles vont augmenter encore plus en nombre et en intensité. Autre élément préoccupant, c'est l'élévation du niveau des mers. Ici, je vous ai indiqué les élévations du niveau des mers projetées à 2100 sur les 3 derniers rapports du GIEC. Si j'étais venu... Vous voyez, 4e rapport. Si j'étais venu vous faire cette même présentation il y a 14 ans, 4e rapport du GIEC, je vous aurais dit l'élévation du niveau des mers projetée est entre 18 et 40 cm. Aujourd'hui, dans le 6e rapport, on est sur une élévation du niveau des mers entre 40 cm et 1 mètre. Mais là encore, les scénarios en bleu, au vu des émissions de gaz à effet de serre, les plus optimistes, hein, on peut les oublier pour l'instant. Et donc, on est sur des élévations plutôt entre 60 cm et 1 mètre. Et vous voyez qu'il y a une courbe rouge là qui s'affole un peu, qui est liée à la fonte sur l'Antarctique. Si jamais on observe des fontes massives sur l'Antarctique,
le chiffre haut, ce ne sera pas 1 mètre qu'il faut prendre, ce sera 1,80 m d'élévation du niveau des mers. Alors vous comprenez bien que les zones côtières, les zones estuariennes, sont des zones qualifiées de hotspot du changement climatique, puisque dans ces zones, vous avez certes l'élévation du niveau des mers qui joue, mais vous avez aussi les tempêtes, parce que quand vous avez des tempêtes, vous avez des gonflements de l'eau, ce qu'on appelle des phénomènes de surcote, et puis tout ça est couplé avec la marée, est couplé, quand vous avez une tempête, avec des précipitations intenses, et donc des crues des rivières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, vous avez la rivière qui veut s'écouler vers la mer, et la mer qui rentre vers la rivière. Donc tout ça rentre en confrontation, et ça fait des débordements importants. Et donc, on s'attend à une intensification des aléas et des risques sur ces zones côtières, les inondations, j'en ai parlé, mais également le recul du trait de côte et également la dégradation de la qualité des eaux. Alors, il y a une étude intéressante, même si elle est peu ancienne, qui avait été menée par l'OCDE, qui avait chiffré les dommages liés à ces inondations sur les 136 plus grandes villes côtières, et vous voyez qu'ils avaient été estimés à 6 milliards de dollars par an. En 2050, sur les projections, ce sera 52 milliards par an, avec de l'adaptation. Sans adaptation, ce sera 63 milliards de dollars par an de dommages sur ces villes côtières. Pour terminer avec cette partie globale, bien évidemment, des impacts sur la santé. Des impacts sur la santé, des impacts ici, vous avez représenté le nombre de jours par an où la population est exposée à un risque de mortalité lié à l'augmentation de température et à l'augmentation de l'humidité. Ce que vous voyez sur cette carte, alors on ne va pas regarder l'ensemble, vous voyez, on va se mettre au milieu, justement, qui est notre trajectoire actuelle de réchauffement. Et vous voyez que sur cette carte, sur la zone équatoriale et tropicale, vous voyez du foncé, en réalité c'est du violet qui apparaît. Ça veut dire pour ces populations qu'on aurait jusqu'à 250 jours par an de risque de mortalité sur la trajectoire actuelle de réchauffement. Autre élément, c'est le risque pour la biodiversité. Ici, ce qui est représenté, c'est les conditions potentiellement dangereuses liées uniquement à la température et uniquement pour les espèces animales. Si on se positionne, vous voyez, sur le 3 degrés qui est à peu près de notre trajectoire, eh bien, on voit là aussi apparaître, sur la zone équatoriale et tropicale, du violet. Et ça, ce que ça signifie cette fois-ci, c'est que 80% des espèces animales seraient en situation de danger dans ces zones. J'en ai terminé sur la partie globale. On peut peut-être faire déjà une petite pause si vous avez déjà des questions avant d'attaquer la partie normande. Oui, donc voilà, est-ce que vous avez des questions de précision, besoin de clarification par rapport à ce premier niveau d'information qui est sur le changement climatique au niveau mondial? Après, on va regarder ce qui se passe en Normandie. Mais au niveau global, ce qui a été présenté là, est-ce qu'il y a besoin de clarifier, de préciser des choses, ou est-ce qu'il y avait des questions sur cette étape-là? N'hésitez pas. Hein. Monsieur. Franchement, n'hésitez pas. Enfin, vous avez peut-être répondu, mais quand vous dites plus de 8, donc c'est au niveau mondial? Oui, tout à fait. C'est ça, oui. Parce que, bon, on a entendu que les risques d'augmentation de la température étaient plus élevés en Europe que dans le reste du monde. Et la deuxième question, c'était quand vous parlez de risque de mortalité dans certaines zones, ça veut dire quoi concrètement? Enfin, c'est mortalité il y a un pourcentage de population, c'est toute la population? C'est que sur une population donnée, vous avez 80% de la population, du fait de l'élévation de température et de l'élévation de l'humidité, qui peut mourir, qui a un risque de mortalité. Voilà. Et puis, effectivement, par rapport à la première question, le 2,8, c'est à l'échelle globale. Et d'ailleurs, on pourra y revenir sur le plan d'adaptation de la France. Le plan d'adaptation, il est à 4 degrés. Pourquoi? Parce que 3 degrés de réchauffement, 2,8, 3 degrés de réchauffement à l'échelle globale, pour la France, c'est plus 4. Voilà. Et bien évidemment, c'est ce qu'on voyait aussi sur la carte, c'est qu'on prend un chiffre global, mais sur certaines zones, c'est moins.
et sur d'autres zones, c'est plus, puisque c'est une moyenne. Voilà. Et effectivement, sur l'Europe, c'est plus élevé, et les dernières décennies montrent que oui, c'est vraiment bien plus élevé le réchauffement climatique sur l'Europe. Voilà. Alors après, il y a d'autres zones. Si vous prenez c'est très élevé sur l'Europe, c'est lié aussi aux zones des hautes latitudes. C'est très élevé le réchauffement sur les zones des hautes latitudes, notamment le nord de l'Europe. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, Stéphane Delalande. Je voulais savoir s'il y avait des bonnes nouvelles liées au changement climatique. On n'en a eu que des mauvaises. Est-ce qu'on est dans un emballement? Est-ce qu'on est parti dans un emballement du changement climatique? Alors, des bonnes nouvelles, on les verra à la fin, c'est qu'on peut mettre en place des mesures pour essayer d'atténuer et de s'adapter. Je dirais, c'est qu'on a quand même des mesures sous la main qu'on peut mettre en place, mais ce sera à la fin, c'est la dernière partie. L'emballement, le problème, c'est que ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire, suivant les paramètres qu'on va regarder, certains peuvent s'accélérer, l'élévation du niveau des mers, vous voyez, ça s'accélère et on revoit systématiquement à la hausse l'élévation du niveau des mers, sur d'autres moins, ça dépend finalement de quoi on parle. Mais notre problème, c'est qu'on est sur une trajectoire à 2,8 degrés de réchauffement, et qu'effectivement, et on verra sur la Normandie, je vais vous montrer plusieurs scénarios, 1,5 degré de réchauffement, ce sera difficile, mais on devrait pouvoir s'adapter. À 2,8, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'il faut atténuer absolument ce réchauffement. Et puis, vous voyez, ce qu'il faut comprendre aussi, si certains se posent des questions justement sur le réchauffement et le phénomène qu'effectivement on a des phénomènes cycliques comme ça d'évolution de la température, il suffit de prendre les 2 dernières millions d'années. Et depuis 2 millions d'années, on a des phases chaudes, des phases froides. On a des cycles comme ça, et c'est des cycles de 100 000 ans. Et le passage d'un froid à un chaud, c'est des variations de température de 4 à 6 degrés, ce dont on est en train de parler là. Et ça doit se faire de façon naturelle en plusieurs milliers d'années. Et nous, là, on est sur 100 ans. Notre problème, c'est pas de savoir si il a fait plus chaud sur cette terre à un moment donné. Il y a des périodes où il a fait plus chaud. Mais le problème, c'est que ça va trop vite. Voilà, c'est ça. Pour répondre aussi à l'histoire de l'emballement. Par rapport à un cycle naturel, ça va beaucoup trop vite. Voilà. Vous disiez qu'à plus 1,5 on devrait réussir à s'adapter, mais j'ai cru comprendre que... On entend, oui. Okay. Faut vraiment lécher le micro. Je vais plaisanter. Et donc, j'ai cru comprendre, enfin vous avez dit tout à l'heure, a priori le plus 1,5, on pourrait mettre une croix dessus. Donc quand on dit une trajectoire, c'est déjà une trajectoire qu'on peut réviser, ou... elle peut s'incliner à 2100, ou en fait c'est vrai que ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, le 1,5 degré, on va l'atteindre très rapidement. Voilà. Et tout se joue dans les 10 ans, là, les mesures qu'on va prendre, pour à un moment donné essayer de stabiliser le réchauffement, voilà, et qu'il ne continue pas à augmenter. Voilà. Quand on dit 1,5, quand je dis 1,5 degré, on ne va pas le tenir, c'est que le 1,5 degré, on va l'avoir bien avant 2100, voilà, vu comme c'est parti, et qu'on est, si on continue nos émissions de gaz à effet de serre, eh ben on continue à augmenter, et 2100 c'est 2,8 degrés, et si on ne fait rien, on continue encore à augmenter, et donc le tout c'est d'arriver à stabiliser à un moment donné. Voilà. Est-ce que c'est bon pour cette phase? Puis on pourra y revenir. On pourra y revenir. S'il y a d'autres questions sur cette partie globale. globale. Je vais nous présenter maintenant les effets sur la Normandie et les conséquences. Exactement. Alors, donc comme il a été dit, alors ce que je vais vous présenter, c'est issu d'une synthèse donc du GIEC normand, mais ce qu'on sait moins aussi, c'est qu'il y a aussi un GIEC de la métropole de Rouen, Normandie, qui avait été mis en place avant le GIEC normand. J'en suis son président aussi. Ça tombe toujours un peu sur les mêmes. Mais donc tout ce que je vais vous présenter, c'est une synthèse de ces 2 GIEC. Alors,
Quand on regarde les températures depuis 1970 et qu'on applique la même méthode que le GIEC, c'est-à-dire on compare deux périodes, eh bien on voit bien qu'on a sur nos stations de référence bien des anomalies de température comprises entre plus 0,6 et plus 0,8 degrés. On peut travailler autrement, c'est tracer des tendances. Et ici, vous voyez, c'est des tendances sur l'ensemble de nos stations depuis 1970. Et vous voyez, quand on regarde les températures maximales annuelles, donc c'est les températures de jour, elles augmentent. Quand on regarde en noir, les températures moyennes, elles augmentent. Et quand on regarde en bleu, les températures minimales la nuit, elles augmentent aussi, sur toutes nos stations. Et quand on prend l'ensemble des températures moyennes, eh bien depuis 70, on est sur un réchauffement entre plus 1,2 et plus 2 degrés Celsius. Et si on se positionne sur la station la plus proche d'ici, c'est celle de Caen, on est justement sur plus 1,2 à Caen. Ce réchauffement et ce changement climatique, il se marque aussi, bien évidemment, dans l'augmentation du nombre de jours de chaleur. Ici, la référence, c'est 25 degrés. Et vous voyez qu'à Caen, on est passé de 15 à 28 jours. On voit aussi une diminution du nombre de jours de gel. On voit également, alors même si c'est très variable d'une année sur l'autre, une diminution du nombre de jours de chute de neige toujours à Caen. Et vous voyez que le brouillard, on est passé de 80 jours à 45 jours aujourd'hui de brouillard. Donc ça montre bien, au travers de ces données, que le changement climatique, il est déjà en marche en Normandie et sur Caen. Voilà. Et sa région. Ici, ce sont cette fois-ci les projections. Alors, comment on lit ces cartes? On a les températures moyennes. Vous voyez la carte des températures moyennes actuelles en bleu. Et puis, vous avez la projection, pour faire simple. La première colonne, c'est à l'horizon, on va dire 2050, et la deuxième à 2100. La ligne du haut, c'est notre scénario optimiste. On va dire globalement limiter le réchauffement à 1,5 degré. Qu'est-ce qui se passe en Normandie? Et puis la ligne de bas, c'est le pessimiste. Eh bien, vous voyez que ma carte bleue, elle devient de toute façon, que ce soit sur le scénario optimiste ou pessimiste, elle devient jaune ou rouge, ce qui montre bien une élévation de la température, et qui serait comprise entre plus 1 et plus 4,1 degrés suivant les endroits où on se trouve. Et vous voyez que dans le cas du scénario le plus pessimiste, eh bien, sur la région ici, on est tout en rouge. Voilà. Donc sur des réchauffements importants. Alors, on va assister de ce fait à une augmentation des vagues de chaleur et des nombres de jours de forte chaleur. Ici, la référence, cette fois-ci, c'est 30 degrés. Si on regarde l'évolution dans le temps, vous voyez que la courbe verte, c'est mon scénario optimiste, et on a une évolution, une augmentation, mais qui n'est pas très importante. Malheureusement, là encore, au vu des émissions de gaz à effet de serre, on peut oublier cette courbe-là. Et on est plutôt sur la courbe rouge, et vous voyez qu'on a une augmentation et cette augmentation du nombre de jours de chaleur va s'accélérer à partir de 2070. On a vraiment un changement important. Alors sur la Normandie, on va aller vers un contraste important entre les zones littorales et les zones à l'intérieur des terres. Vous voyez que sur le littoral, globalement, on irait jusqu'à 4 à 11 jours de très forte chaleur. Alors qu'à l'intérieur des terres, on pourrait aller jusqu'à 40 jours par an de très forte chaleur. Et pour la région, ici, on est globalement sur 15 à 20 jours de très forte chaleur par an. Les précipitations maintenant. Alors, mon ordinateur, des fois, qui me fait des farces, il se met à parler tout seul. Mais bon. Les précipitations moyennes annuelles. Alors, les scientifiques ne connaissent pas tout. Voilà. Vous voyez, les précipitations moyennes annuelles, dans nos projections, sur les scénarios de 2014, on indiquait qu'on aurait plutôt une diminution des précipitations. Les scénarios de 2020, on dit qu'on est plutôt sur une augmentation. Donc, ça veut dire que je suis incapable de vous dire, sur les précipitations moyennes annuelles,
si on est plutôt sur de l'augmentation, de la diminution en fonction des scénarios. Par contre, là où on a plus de certitude, c'est sur les saisons. Et vous voyez ma carte entre l'hiver, printemps, automne et été, vous voyez que les couleurs ne sont pas les mêmes entre l'hiver et l'été. C'est-à-dire qu'on va aller vers une augmentation des précipitations l'hiver. Donc ça peut être intéressant en termes de ressources, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on peut peut-être faire du stock, mais après, il faut réfléchir comment. Par contre, l'été, vous voyez qu'on va aller vers une diminution très importante des précipitations l'été. Les précipitations, on peut regarder aussi les précipitations extrêmes. Ici, donc les précipitations extrêmes qui vont donner du ruissellement, de l'inondation, eh bien, vous voyez mes cartes, elles deviennent de plus en plus bleues, ce qui veut dire qu'on va aller vers une augmentation, sur les scénarios les plus réalistes, on va vers une augmentation de ces précipitations intenses entre... Quelques problèmes de connexion. Décidément, je suis désolé, mais bon. Entre plus 2 et plus 10%. Alors, qui dit une augmentation des précipitations intenses, dit une augmentation, comme je viens de le dire, du ruissellement, des crues de rivière, éventuellement des remontées de nappes, une augmentation de la fréquence et de l'intensité de l'érosion des sols, des coulées de boue. Et ici, c'est un travail qui a été mené dans mon laboratoire avec un bureau d'études et le BRGM. On a essayé d'évaluer les dommages liés à ces inondations sur un petit bassin versant. Bassin versant de la Lézarde, c'est loin d'ici, c'est près du Havre. Ce qu'on voit, vous voyez, c'est que suivant les projections, la RCP, c'est les différents scénarios, eh bien on irait sur une augmentation des dommages de plus 14 à plus 29% en 2050. Pour vous fixer les idées, vous voyez les chiffres sur le côté, quand on est sur le scénario le plus pessimiste, la courbe grise, vous voyez le chiffre, c'est 40. C'est 40 millions d'euros de dommages sur un tout petit bassin versant. L'élévation du niveau des mers. Nos côtes sont touchées par l'élévation du niveau des mers. Vous avez 3 marégraphes ici, Cherbourg, Le Havre, Dieppe, où on observe effectivement une élévation de 2,2 mm par an de la mer. Ce que je vous ai indiqué pour l'échelle globale est valable pour nos côtes, c'est qu'on est globalement sur des élévations du niveau des mers entre 60 cm et 1 mètre, et bien évidemment avec intensification des aléas et des risques dont j'ai parlé précédemment. Alors pour illustrer ces phénomènes, ici est représenté lors d'une tempête majeure. La tempête Éléonore, quels sont les effets sur notre littoral? Alors le littoral normand, vous voyez, mais au-delà, on va sur le littoral des Hauts-de-France. Lors de cette tempête Éléonore, vous voyez qu'on a des couleurs sur le littoral. On a des ronds rouges et ronds oranges. Quand vous avez des ronds rouges et ronds oranges, ça veut dire qu'on a de l'érosion, du recul du trait de côte. Quand vous avez des carrés bleus, ça veut dire qu'on a du franchissement et qu'on a des inondations. Et donc vous voyez, lors d'une tempête majeure, aucune zone du littoral n'est épargnée. Vous avez soit de l'érosion, soit vous avez de l'inondation, soit vous avez les deux. Mais notre problème, c'est que, je viens de vous dire qu'on va avoir une élévation du niveau des mers. Là, ces phénomènes-là, vous les avez uniquement quand vous avez des tempêtes majeures. Donc ce qu'il faut imaginer, si ça c'est la table, si c'est ma digue, donc quand le niveau est bas, vous voyez, il faut une surcote importante et des vagues importantes pour passer la digue. Mais comme le niveau de la mer il va être plus haut, les tempêtes modérées, faibles, qui n'entraînaient pas d'inondation, entraîneront des inondations. Donc même si vous n'avez pas un nombre de tempêtes qui augmente, les inondations, du fait de l'élévation du niveau des mers, vont augmenter. Donc on va avoir une intensification des dommages liés à ces phénomènes combinés. Si on regarde les projections en 2050, il y a un travail qui a été mené par Climate Central, qui est à l'échelle globale. Et vous avez ici les zones potentiellement immergées en rouge, qui sont liées à la combinaison entre élévation du niveau des mers, surcote de tempête et marée.
Donc, sur la carte de la Normandie, bien évidemment, quand vous voyez les marais de Carentan, l'estuaire de Seine et l'estuaire de l'Orne, où j'ai fait un zoom, vous voyez que ce sera profondément touché, c'est-à-dire que la mer va entrer loin dans les terres, puisque vous voyez, on va jusqu'à Fleury-sur-Orne et même jusqu'à Saint-Martin-de-Fontenay, dans ces projections-là. Attention, quand même, malgré tout. Le travail est à prendre avec beaucoup de précautions, parce que c'est un travail fait à l'échelle globale. Il faudrait un peu régionaliser et affiner ce travail-là. Et puis, autre élément, ça n'intègre que le côté marin. Ça n'intègre pas les précipitations et les crues de rivière. Ce que je vous ai expliqué, les phénomènes de rencontre et de blocage. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à mener. Il faut prendre la carte quand même avec précaution. Alors ici, ce que je vais vous présenter, c'est un travail qui a été mené en réalité virtuelle sur une rue d'Étretat. Alors je vais lancer, je vais mettre le son à fond. On a rejoué la tempête de 1990 avec 1 mètre d'élévation du niveau des mers. Donc comme je vous disais, dans une rue d'Étretat. Alors là, effectivement, c'est un film. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut aller dans la salle de réalité virtuelle qui est à l'université de Caen, où vous êtes dans une salle à peu près grande comme ça, vous avez le casque, et vous voyez l'eau arriver sur vous. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que vous voyez l'eau arriver sur vous, et c'est très très bien fait. Vous voyez même l'eau vous passer entre les jambes, et vous la voyez derrière vous. Donc c'est vraiment très très réaliste. Il y a 3 laboratoires qui ont travaillé sur le sujet. Dans mon laboratoire, on a travaillé sur la propagation de la tempête et on a calculé les volumes d'eau et les vitesses d'eau pour que ce soit intégré dans la réalité virtuelle. Et les vitesses, vous voyez, ici, sont de 1,5 à 2 mètres secondes. Donc il y a des vitesses seuil, comme ça. À cette vitesse-là, si vous êtes dans la rue, vous êtes emmené. On l'a fait sur 3 zones sur le littoral. Et justement, l'idée, c'est qu'on emmène les élus, on a emmené les élus dans la salle de réalité virtuelle, et ça marque un peu les esprits, tout à fait. Autre élément aussi, c'est pour faire le lien entre... dans les zones estuariennes, on peut avoir des sites industriels. Ces sites industriels peuvent être inondés. On en a beaucoup sur la vallée de Seine. Ici, vous avez une représentation de la boucle de Rouen. Et ce qu'on a simulé, c'est justement une inondation liée à la fois à la crue du fleuve et à l'élévation du niveau des mers qui bloque les écoulements. En orange, c'est les zones inondées. Les points rouges, c'est les sites Céveso eau. Donc vous voyez que une grande majorité de ces sites Céveso eau vont être inondés. Ce qui veut dire qu'un aléa naturel entraîne un risque industriel. Bien évidemment, c'est des sites Céveso. Il y a Lubrizol qui est inondé. Ce qui veut dire que derrière, il y a un risque sanitaire potentiel. Il y a aussi un risque économique, parce que qu'est-ce qu'on fait avec l'ensemble de ces sites? Et jusqu'au Havre, il y en a. C'est la zone en France où il y a le plus de sites Céveso. Et des risques aussi sociétaux. Voilà. Une autre représentation ici, c'est les points jaunes et rouges, c'est les postes sources Enedis, les postes électriques. Et vous voyez que ceux en rouge sont ceux qui seront inondés. Ce qui signifie qu'il y aura sur certaines zones de la métropole de Rouen des blackouts électriques, des zones qui seront totalement coupées de leur électricité. Et il y a tout un travail qu'on mène actuellement à l'université, d'essayer, avec Enedis, d'essayer de voir la zone qui sera touchée, et à l'intérieur de la zone, quels sont les établissements sensibles, les casernes de pompiers, les hôpitaux, les EHPAD, pour justement essayer d'anticiper ces problèmes à venir. Autre élément, c'est notre ressource en eau. La ressource en eau, on voit déjà que la température des cours d'eau augmente. Et sur les projections, on va aller jusqu'à plus 2 degrés. Ce qui change la qualité de l'eau parce qu'il y a des réactions qui se mettent en place. Les débits moyens annuels des cours d'eau, on estime que ça va diminuer de 10 à 30%.
Et ici, c'est là un exemple sur la Seine. Il y a beaucoup de travaux qui ont été menés sur la Seine, et malheureusement moins sur d'autres zones. Voilà. Et sur la Seine, vous voyez, on estime que les débits vont diminuer à peu près de 29%. La ressource en eau, c'est aussi la ressource en eau souterraine. Les projections, là encore, il n'y a pas la partie du Calvados et de la Manche, parce qu'il n'y a pas d'études. Il y a le BRGM qui est en train d'y travailler. Mais les seules études qu'on a sur l'évolution des nappes d'eau souterraines, c'est sur le bassin de la Seine. Et ce qu'on imagine, c'est qu'on va avoir une diminution de 15 à 30% de la recharge des nappes. La recharge des nappes, c'est l'eau de pluie qui s'infiltre et qui vient recharger. Donc si on a moins de recharge, le niveau des nappes diminue. Et vous voyez que en bleu, c'est des diminutions de 50 cm à 1 mètre. Mais les zones en rouge, c'est plus de 5 mètres de rabattement. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que on peut extrapoler sur d'autres zones comme ici ou dans la Manche. Là, la nappe de la Craie, c'est une nappe avec des très gros volumes. Donc si on a une diminution importante sur la nappe de la Craie, on aura forcément une diminution sur les autres nappes. Ce qui veut dire qu'on aura des problèmes de disponibilité en eau à certaines périodes, comme on l'a vu dans le sud de la France, bon, bien évidemment principalement l'été. Et ça suppose quoi? Ça suppose bien évidemment des périodes d'économie et de restriction qui seront plus nombreuses, parce qu'elles arriveront à un moment donné quasiment tous les étés. Et elles seront plus longues. Pourquoi? Parce qu'elles commenceront plus tôt dans l'année et se termineront plus tard. L'eau, c'est aussi la qualité de l'eau. On estime qu'il y a 2 périodes où on va avoir une dégradation de cette qualité de l'eau. Bien évidemment, la période de précipitation intense, puisque lorsque vous avez des précipitations intenses, l'eau ruisselle sur les terrains, arrache les particules, et associée aux particules, l'eau turbide, vous pouvez avoir des contaminants métalliques, des contaminants bactériens qui entraînent des épisodes de gastro-entérite. On en a déjà en Seine-Maritime. Et puis à l'inverse, c'est lorsque vous avez peu de précipitations, lors des périodes de sécheresse. Pourquoi? Parce que vous avez moins d'eau dans les rivières. Donc si vous avez moins d'eau, il y a moins de dilution. Et dans l'eau, vous avez des éléments chimiques. Et à un moment donné, le fait qu'on ait moins de dilution, on peut dépasser certains seuils réglementaires et avoir une pollution de ce fait-là. Et un élément aussi important à prendre en compte, c'est les rejets de stations d'épuration. Pourquoi? Parce que les rejets de stations d'épuration sont calibrés pour un volume d'eau dans les rivières. Et je viens de vous dire que le volume d'eau va diminuer. Donc ça veut dire qu'il va falloir, alors on le fait déjà, recalibrer les rejets. Mais à un moment donné, sur les anciennes stations d'épuration, ça va peut-être être compliqué. Parce que si vous ne recalibrez pas les rejets, vous polluez votre eau. Et puis dernier élément, c'est aussi ce qu'on appelle pour les zones littorales, et là c'est sur le Calvados, la salinisation des aquifères côtiers. Normalement, alors j'ai besoin de mes 2 mains, avec le micro ça va pas être facile, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Non, mais ça va aller. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de ce côté-là, c'est le continent, de ce côté-là, c'est la mer, le micro. Logiquement, la nappe d'eau souterraine, vous voyez, elle est plus haute que le niveau marin, donc l'écoulement doit se faire de la terre vers la mer. Or, je viens de vous expliquer que les niveaux d'eau des nappes diminuent, liés au changement climatique, mais aussi à nos prélèvements, et le niveau de la mer s'élève. Donc, à un moment donné, vous pouvez avoir... vous voyez, ça devient l'inverse. Et à ce moment-là, vous avez introduction de l'eau marine dans les eaux souterraines. Et on voit déjà des petites choses apparaître sur la vallée de l'Orne, justement, côte ouest de la Manche. Et les projections du BRGM, alors c'est la petite carte la plus intéressante là, c'est pour montrer qu'on a bien une baisse des écoulements. Vous voyez, quand vous êtes en vert et jaune, ça veut dire que l'intrusion saline peut rentrer jusqu'à 500 mètres à 1 km dans les terres. Et le long des vallées, ça peut monter rentrer jusqu'à plus de 3 km. Et ça veut dire que votre eau là devient de l'eau salée. On le voit déjà, moi je travaille beaucoup en Afrique du Nord, en Tunisie. En 20 ans, ils sont passés d'eau avec une salinité inférieure à 1 gramme par litre, qui est de l'eau potable, à 25 grammes par litre. L'eau de mer, c'est 35. L'eau devient impropre à toute utilisation.
Des impacts sur la santé, j'en ai un peu parlé précédemment, mais là, ça se schématise. Hein. C'est un travail qui a été réalisé par mes collègues du CHU. Les inondations. Bien évidemment, malheureusement, qui dit inondation dit des impacts sur les biens, mais des impacts physiques sur les personnes. Blessures, noyades. Des impacts psychologiques post-traumatiques, parce que bien évidemment, quand vous avez tout perdu, il y a l'impact aussi psychologique. On l'a vu, des impacts sur la qualité de l'eau. Température, canicule. Alors, je vais y revenir sur les chiffres. J'ai une diapo vraiment sur la partie canicule, mais j'y reviendrai. Autre élément, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a des insectes qui ne devraient pas être là, mais du fait du changement climatique, sont présents. Ici, c'est le moustique tigre. Le moustique tigre, il y a 20-30 ans, il n'était que dans le sud de la France. On en a maintenant sur Paris, on en a en Seine-Maritime. Et le moustique tigre, il apporte des maladies infectieuses qu'on n'a pas sur la métropole pour l'instant, mais qu'on a vu ailleurs dans les dom-toms. Hein, le Zika, chikungunya, la dengue, est apporté par le moustique tigre. Pollution atmosphérique. Alors vous allez me dire, la pollution atmosphérique, c'est nos rejets. Quel est le lien avec le changement climatique? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement climatique exacerbe ces problèmes-là. Vous avez des problèmes de pollution atmosphérique quand vous avez des phénomènes anticycloniques, c'est-à-dire que vous avez peu de circulation de l'air. Anticyclonique à la fois froid ou chaud. Et je viens de vous dire que les vagues de chaleur vont augmenter. Donc si on continue à rejeter, à polluer, mais bien évidemment, on va avoir davantage de problèmes. Et ça concourt à des pathologies chroniques, maladies respiratoires, cardiovasculaires. Et puis, les collègues du CHU indiquent aussi qu'on va augmenter les allergies. Pourquoi? Parce qu'on a des plantes là aussi qui ne devraient pas être présentes sur notre territoire. Et du fait du réchauffement climatique, elles sont présentes avec des pollens allergisants. Donc pour illustrer justement les conséquences des vagues de chaleur sur la santé, alors on prend souvent l'été 2003, c'est pas l'année la plus chaude pour à l'échelle globale, mais pour la France, on a eu des conséquences importantes parce que c'est 15 000 décès en France. Et sur certaines villes, vous voyez, normandes, comme celle de Rouen, eh bien on s'aperçoit que le taux de mortalité est 35% plus important qu'une ville comme Toulouse. Alors, c'est lié à quoi? En partie à ce qu'on appelle la culture de la chaleur. Alors je vais caricaturer un peu. Quand on est à Toulouse, quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? Exactement, on se met à l'abri. Quand on est en Normandie, quand il fait chaud, on s'expose. Voilà. Je caricature à peine, mais donc ça veut dire, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a un levier. Et donc on pourrait quand même agir et faire plus attention. Et justement on s'est dit, tiens, est-ce que ça a servi à quelque chose la canicule de 2003? Et je vous montre les chiffres de la canicule de 2019. Mais il y a encore un peu de travail. Vous voyez, la surmortalité en Normandie, cette fois-ci en Normandie par rapport à la moyenne nationale, elle était près de plus de 10%. Et sur une canicule de 2019 où on a des températures très importantes mais qui a duré moins longtemps que 2003. Et les projections pour 2100 de l'ARS Normandie, c'est qu'on va vers une augmentation des maladies cutanées et oculaires et près de plus de 20% de cancer cutané chez les sujets de plus de 65 ans. Là encore, si on ne se protège pas. Voilà. Un exemple sur l'agriculture, j'aurais pu en prendre d'autres, c'est juste un seul exemple. Vous voyez qu'on a déjà dans l'Orne et dans l'Eure des plafonnements sur les blés tendres. Voilà. La Chambre d'agriculture vous dit que ce n'est pas que le changement climatique, mais explique pour moitié, c'est lié au stress hydrique et thermique. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une période entre avril et juin, ils ne font pas que les températures soient supérieures à 25 degrés. Et vous voyez que sur ma courbe, là, c'est que ce nombre de jours a augmenté. Et si ce nombre de jours supérieur à 25 degrés augmente pendant cette période-là, vous avez un problème de remplissage des grains. Et donc on peut s'attendre, ce qu'on voit ici sur l'Eure et l'Orne, on peut s'attendre ailleurs, puisque je vous ai indiqué que ces températures-là vont augmenter et on va avoir de jours dont la température sera supérieure à 25 degrés. Et puis à l'inverse, quand vous avez des pluies intenses, vous avez une augmentation du ruissellement, de l'érosion des sols. Vous avez aussi des dégradations sur les cultures, pour ne prendre que ces deux exemples-là, mais on pourrait en prendre d'autres.
Là aussi, la biodiversité, le changement climatique pourrait devenir la première cause responsable de la chute de biodiversité. Là, j'aurais pu aussi prendre plusieurs exemples. J'ai pris simplement l'être qu'on prend souvent. Et vous voyez, vous avez la carte de répartition actuelle et la carte de répartition future. Et vous voyez bien que quand on est en blanc, ça veut dire qu'il n'y a plus de hêtres. Donc au sud de la Normandie, il n'y a plus de hêtres. Et quand vous êtes en bleu, c'est au maximum 30% de hêtres. On peut faire à nouveau, avant de passer sur la partie atténuation-adaptation, une petite pause question. Ouais, avant la dernière partie, donc, qui sera sur les réponses qu'on peut apporter, envisager par rapport à l'ensemble de ces impacts. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des besoins d'éclaircissement? Oui, Stéphane Junot, bonjour. Je voulais savoir si le GIEC travaille en anticipation avec notamment les compagnies d'assurance. Alors, non, parce que le GIEC, en réalité, on est là pour faire Nous, le travail du GIEC, c'est de faire des constats scientifiques, des études scientifiques et d'expliquer où est-ce qu'on en est sur le changement climatique et vers où on va. Ensuite, c'est de sensibiliser, communiquer, et après, par exemple, dans le GIEC normand, ce qui s'est passé, c'est que le rôle de la région qui a mis les acteurs autour de la table, dont les assurances, pour discuter de ces éléments sur l'atténuation et l'adaptation, on y reviendra, et de mettre en face des mesures qu'on doit mettre en place, mais qui sont montrées aux scientifiques pour qu'ils donnent leur avis. Après, c'est plus des études... alors, c'est pas le GIEC forcément, mais c'est éventuellement les scientifiques qui vont travailler avec les assurances. Par exemple, moi, je suis vice-président de mon université et on a déposé un programme dans le cadre de France 2030 qui s'appelle Excellence pour travailler et comprendre ces risques en cascade. Et dans nos partenaires, on a des entreprises, notamment d'assurance et du secteur bancaire, qui viennent nous soutenir financièrement et avec qui on travaille pour essayer d'anticiper ces problèmes et comment on s'adapte à ces phénomènes-là. Mais il y a encore... ce n'est que le début, donc il y a un travail et puis j'y reviendrai, c'est qu'il faut à un moment donné arriver à mettre tous les acteurs autour de la table et c'est pas simple, parce que quand vous prenez une mesure dans un sens pour un secteur d'activité, peut-être que ça marche pour l'autre ou pas, et l'idée c'est de se mettre autour de la table et de discuter tous ensemble, et puis les scientifiques sont un acteur comme les autres dans la discussion, je dirais. Voilà. À part ils peuvent apporter la connaissance, mais souvent, moi je dis, quand on travaille par exemple avec les élus, c'est les élus qui connaissent leur territoire. Moi, en tant que scientifique, on peut avoir des idées sur ce qu'il faudrait faire, mais encore faut-il savoir si c'est adapté au territoire ou pas. Voilà. Bon, on est déjà sur l'autre partie, mais c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez préciser les causes des émissions de gaz à effet de serre? C'est les voitures, l'agriculture... Ça va venir. Oui, voilà. Non, mais c'est bien. Justement, je crois que c'est la prochaine ou la deuxième. Donc, si on peut attendre un peu... Oui, je vais expliquer ça. Bonsoir. Avez-vous évalué la surface du territoire normand qui disparaîtrait du fait de l'augmentation du niveau des mers? Alors, ça dépend des scénarios. Voilà, il y a différents... je ne pourrais pas vous dire de tête comme ça, mais vous voyez sur la carte précédente, sur celle-là, je reviens... Bon, alors, c'est toutes les zones rouges, Donc, on l'a fait, mais de tête, je ne me souviens plus. Mais vous voyez que c'est quand même relativement important. Et puis, attention, là, c'est petit. Vous voyez, quand on fait un zoom, parce qu'on a l'impression, par exemple, sur le littoral, qu'il y a des zones sur le littoral qui ne sont pas touchées, mais tout le littoral est touché, plus ou moins. Là, j'ai été interviewé. Il y a beaucoup d'interviews, on en discutait tout à l'heure, sur les plages du débarquement. Qu'est-ce qu'elles vont devenir?
elles vont disparaître hein, dans le cadre de l'élévation. Mais il y a des zones plus touchées que d'autres. Voilà, Utah Beach, par exemple, c'est la zone la plus touchée. Oui, pendant la période de la crise Covid, la période de confinement, donc de forte diminution de l'activité humaine dans tous les sens du terme, industriel et autres, on a observé une capacité de résilience de la planète assez extraordinaire, y compris de la faune, qui avait repris ses droits jusque dans le cœur des villes. Ça a été vrai sur Caen, on a observé des chevreuils. Est-ce que vous avez pu mesurer, face à cette réalité de réaction positive de la nature, est-ce que vous avez pu mesurer ce phénomène en termes de projection? Et demain, est-ce que ça fait partie de vos solutions ou des solutions préconisées, cette expérience?